Bonjour à tous. Donc la conférence qu'on va vous présenter ce soir, ça porte sur les oiseaux marins et plus que je vais présenter. Donc oui, moi je m'appelle Andreas Ravage, donc je suis chercheur postdoctoral à l'IRD dans l'unité d'Éric Vidal, qui devait être avec moi normalement ce soir pour présenter cette conférence. Je vais essayer de le remplacer au mieux. Donc ce qu'on va vous présenter ce soir, ça porte sur les oiseaux marins et plus particulièrement sur leur rôle en tant que sentinelles de l'océan et des milieux insulaires. Donc tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un oiseau marin? C'est un oiseau dont le cycle de vie il va dépendre fortement de l'environnement marin et qui va avoir une alimentation quasiment exclusivement en mer. Donc ces oiseaux ont donc des adaptations morphologiques et physiologiques qui vont leur permettre de se déplacer et de se nourrir dans ce milieu. Donc ils ont par exemple une vision sous-marine efficace qui va leur permettre de chasser leurs proies et de les identifier sous l'eau. Ils vont également avoir des pattes palmées ainsi que des ailes robustes qui vont leur permettre une propulsion aquatique donc pour poursuivre ces proies sous l'eau. Leur plumage est imperméable, ce qui vont leur assurer une isolation thermique. Et ils ont également des glandes à sel qui vont leur permettre d'excréter le sel contenu dans l'eau de mer et donc ainsi de pouvoir ne pas se déshydrater dans ce milieu hyper salé. Donc au total, on compte 371 espèces d'oiseaux marins, dont 337 sont considérés comme des oiseaux marins vrais, c'est-à-dire qu'ils vont se nourrir exclusivement en mer. Donc vous pouvez en voir quelques-uns ici. Donc je vous ai déjà parlé des adaptations morphologiques et physiologiques de ces animaux. Ils ont également des adaptations comportementales qui sont liées au milieu dans lequel ils se déplacent et ils se reproduisent. En effet, ils dépendent du milieu aquatique pour se nourrir, du milieu marin, mais également du milieu terrestre où ils vont venir se reproduire à terre. Donc cet éloignement entre les zones d'alimentation et les zones de reproduction, ça va impliquer des déplacements importants, ce qui va générer des coûts énergétiques importants, et notamment lors de la période de reproduction, où les oiseaux vont devoir à la fois nourrir leurs poussins et se nourrir eux-mêmes. Donc ça engendre tout plein de caractéristiques chez les oiseaux marins. Par exemple, ils ont une productivité qui est assez faible. Ils vont pondre en général un seul œuf par an, et ça peut monter jusqu'à 3 œufs selon les espèces. Ils ont une croissance lente. Ils prennent quelques années sabbatiques, c'est-à-dire que selon les années, s'il n'y a pas les ressources nécessaires, ils vont choisir de ne pas se reproduire. Et ils ont une longévité élevée et une maturité sexuelle tardive, c'est-à-dire que les individus selon les espèces, peuvent passer jusqu'à 10 ans avant de commencer à se reproduire. Et en fait, ça leur permet d'attendre d'être assez expérimentés pour trouver de la nourriture facilement et donc pouvoir nourrir à la fois, pouvoir subvenir à leurs besoins et le besoin de leurs poussins. Donc toutes ces caractéristiques, ça en fait que ce sont des organismes qui sont particulièrement menacés. Donc en effet, ils sont soumis à de très nombreuses menaces d'origine anthropique qui vont affecter le milieu marin où ils vont se nourrir, et le milieu terrestre dont ils dépendent pour la reproduction. Donc vous pouvez voir ici illustrées quelques-unes des menaces d'origine anthropique qui pèsent sur ces organismes. Donc par exemple la pollution par les hydrocarbures, la biocontamination notamment par l'ingestion de plastique qui peuvent conduire à la mort des individus, les captures accidentelles par les navires de pêche, qui lors des palangres ou des seines vont piéger parfois énormément d'oiseaux marins, mais également des menaces à terre, comme les prédateurs introduits, donc ça peut être des chats ou des rats qui vont soit s'attaquer à leur progéniture, soit directement aux adultes. Donc à tout ça viennent s'ajouter également les effets du changement climatique et la modification des ressources marines, notamment par la compétition avec l'homme. Et toutes ces menaces vont induire un important déclin des populations, avec, comme vous pouvez le voir sur le graphe de gauche, une diminution de 70% des effectifs du total des populations suivies en seulement 60 ans. C'est vraiment une disparition énorme des oiseaux marins auxquels on est en train d'assister. Et on estime qu'environ 30% des espèces mondiales sont considérées comme menacées d'extinction. C'est-à-dire que si on ne fait rien, d'ici quelques années, ces espèces auront probablement disparu. Donc tous ces traits de vie, ça en fait des espèces particulièrement menacées, mais ça en fait également des espèces sentinelles. Donc qu'est-ce que c'est qu'une espèce sentinelle ? C'est une espèce qui va répondre, donc qui va avoir une réponse, qu'elle soit comportementale ou physiologique ou démographique, à la variabilité ou la modification des écosystèmes dans lesquels elles vivent. Et cette réponse, elle est rapide et mesurable, et ce qui va indiquer un changement dans le fonctionnement de l'écosystème.
Donc sur des espèces qui sont généralement bien visibles, facilement accessibles et observables. Ce sont toutes les caractéristiques qui font une bonne espèce sentinelle. Et donc, avec leurs caractéristiques, les oiseaux constituent un groupe biologique cible pour les études scientifiques dédiées au milieu marin et aux littoraux. Donc, par exemple, si on observe le régime alimentaire des oiseaux marins, on s'est rendu compte au fil des années qu'on avait un gros changement. On est passé d'une consommation majoritaire de poissons et de plus en plus d'oiseaux marins consomment de plus en plus de calmars. Et donc, par exemple, ça, c'est un effet de la surpêche qui fait qu'on est en train de complètement vider les océans de la plupart des poissons et les oiseaux marins sont obligés de se tourner vers d'autres proies qui ne sont pas leur proie de base. Et donc, par exemple, ça, c'est l'effet d'une espèce sentinelle. C'est-à-dire qu'en regardant son régime alimentaire, on obtient des informations sur l'environnement. Donc, ça peut être plein d'autres informations, comme le fait qu'ils mangent des microplastiques en fonction de leur zone d'alimentation. Ça va aussi nous indiquer où se trouvent ces zones où on trouve le plus de microplastiques, par exemple. En Nouvelle-Calédonie, on compte environ 25 espèces nicheuses d'oiseaux marins qui sont réparties sur cet immense espace océanique qui est la zone exclusive économique calédonienne, qui représente plus de 1,4 million de kilomètres carrés. Donc au sein de cette ZEE, on retrouve un nombre très important d'îlots. On estime à plus de 738 le nombre d'îlots qui sont supérieurs à 0,5 hectares, donc ce qui représente la superficie d'un terrain de foot. Et donc autant d'habitats potentiels pour ces oiseaux qui aiment se reproduire généralement sur des petits îlots assez isolés qui sont exempts de prédateurs et où ils ont donc appris à se reproduire. Donc actuellement, il y a de nombreux programmes de recherche qui étudient les oiseaux marins au niveau marin et au niveau terrestre en Nouvelle-Calédonie, qui sont conduits par des organismes de recherche locaux ou internationaux ainsi que des ONG. Et tous ces programmes se font en lien étroit avec des instituts gestionnaires de l'environnement, comme les provinces, le gouvernement, le parc naturel de la mer de Corail, mais également en collaboration avec d'autres chercheurs à échelle nationale ou internationale. Donc nous, dans notre équipe, on travaille sur 5 thématiques de recherche principales. Donc la première vise à étudier la biologie de la reproduction, donc les périodes de reproduction des oiseaux marins, leur façon de sélectionner l'habitat, ainsi que leur distribution et la conservation des espèces. Donc, par exemple, au niveau de la sélection d'habitat, on s'est intéressé à ce que recherchaient les pétrels de Tahiti, qui sont des oiseaux assez rares qu'on retrouve en Calédonie, et qui vont creuser des terriers dans des endroits particuliers. Or, la mine a de forts impacts sur ces terriers, et donc on va chercher quelles sont les caractéristiques qui font qu'ils apprécient cet habitat pour pouvoir, par exemple, créer des colonies artificielles qui vont permettre d'apporter des bénéfices à la population en fait, en leur créant des terriers dans des zones qui seront protégées par la suite. On étudie également l'impact des espèces introduites telles que les chats à raies ou les rongeurs, ainsi que les effets du dérangement et de la fréquentation humaine sur les colonies. Donc, par exemple, dans le cadre, il avait été question pour un moment d'ouvrir le tourisme sur les îles comme Chesterfield ou Entrecasteaux. Eh bien, nous, ce qu'on va voir, c'est quels effets ça pourra avoir d'emmener des humains sur ces îlots qui sont d'habitude très calmes. Est-ce qu'on ne va pas en fait, perturber les oiseaux durant leur période de reproduction, ce qui va faire qu'ils peuvent par exemple s'envoler, laisser leur œuf en plein soleil. Est-ce que ça ne va pas nuire finalement à la reproduction de ces oiseaux? On étudie également la biocontamination, notamment l'ingestion de microplastiques par les oiseaux, en analysant leur contenu stomacaux. Donc, quand on trouve des cadavres d'oiseaux sur les îlots, on les ramène, on les dissèque en laboratoire et on analyse ces contenus stomacaux pour voir s'ils contiennent du microplastique qui pourrait potentiellement être à l'origine de leur mort. Ensuite, les oiseaux marins ont aussi un rôle de transport de nutriments. En effet, ce sont des oiseaux qui vont se nourrir en milieu marin. Ensuite, ils reviennent à terre pour la reproduction. Là, ils vont avoir des déjections sur leur zone de reproduction. Et en fait, ces déjections sont très fortes, sont très concentrées en azote. Et donc, ça va apporter de l'azote vers ce milieu. Et on a trouvé notamment que ça pouvait influencer le développement des écosystèmes lagonaires, notamment les coraux, qui vont pouvoir se nourrir partiellement de cet azote pour se développer. Enfin, on étudie également les stratégies d'exploitation alimentaire de l'espace marin. Et donc ça a été le focus de ma thèse durant 3 ans. Et c'est sur ça que je vais faire un petit zoom aujourd'hui. Et on va notamment se demander
comment on peut déterminer des aires d'importance écologique et donc des aires, possiblement des aires marines à protéger en milieu océanique à partir des trajets alimentaires des oiseaux marins. Donc pour rappel, les oiseaux marins sont des prédateurs apicaux, c'est-à-dire qu'ils vont se situer au sommet des réseaux trophiques et donc ils vont fournir des informations sur la qualité, de l'environnement dans lequel ils évoluent et sur des changements qui peuvent affecter les réseaux trophiques inférieurs. Ce sont également des indicateurs de biodiversité à large échelle, d'une part parce qu'ils se déplacent sur de grandes surfaces, et de plus, ils se nourrissent en association avec des espèces comme les thons ou les dauphins, qui en fait, lorsqu'ils chassent, font remonter les petites proies vers la surface, et ce sont des proies dont se nourrissent aussi les oiseaux. Donc finalement, identifier les zones d'alimentation des oiseaux marins, c'est également identifier une biodiversité plus large. Et enfin, ce sont des espèces qui sont aisément accessibles. Comme je l'ai dit, c'est une des particularités aussi des espèces sentinelles. Et elles vont donc être plus faciles à étudier que des espèces comme les thons ou les requins, puisqu'elles viennent à terre pour la reproduction. Donc à ce moment-là, on peut facilement les capturer et les équiper avec différents types de dispositifs, etc. Donc c'est pourquoi, pour toutes ces raisons, que le suivi GPS des oiseaux marins, il a été largement utilisé dans le monde pour identifier des aires d'importance écologique qui, par la suite, ont parfois été protégées et qui ont prouvé leur efficacité. Or, en Nouvelle-Calédonie, en 2014, on a déterminé la 4e plus grande aire marine protégée du monde, donc qui est le parc naturel de la mer de Corail, qui couvre quasiment toute la zone économique exclusive de la Calédonie. Sauf que le plan de gestion de cette aire est encore en cours d'élaboration, et il y a donc actuellement une nécessité d'information scientifique pour pouvoir identifier des zones d'importance au milieu de ce parc, parce qu'on ne va pas pouvoir protéger la totalité de ce parc en disant on n'a pas le droit de pêcher, puisque c'est la source de revenus aussi de beaucoup de gens et une source de protéines ici pour beaucoup de gens. Donc on va chercher des zones en particulier qu'on pourrait protéger, et donc on a choisi pour cela d'utiliser les oiseaux marins pour apporter une partie au moins de ces informations scientifiques. Or, comme vous pouvez le voir sur cette carte, donc en 2015, donc un petit peu avant le début de ma thèse, vous avez ici tous les points qui sont recensés dans la Global Cyber Tracking Database, qui recense un petit peu toutes les données de suivi GPS et d'autres dispositifs de suivi des oiseaux marins. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a un énorme déficit de données dans le Pacifique tropical. Donc les zones tropicales, c'est toujours des zones qui ont été beaucoup moins étudiées, parfois par manque de moyens, et comparées au milieu polaire et tempéré. Et notamment, vous pouvez voir ici à droite, donc on a déjà très peu de données autour de la Calédonie. Donc un des buts également de cette thèse, c'était un peu de combler ce manque de données et d'apporter des informations dans ces zones très peu étudiées. Donc finalement, les objectifs généraux de ma thèse, c'était d'apporter de nouveaux éléments de connaissance sur l'utilisation de l'espace océanique par plusieurs espèces d'oiseaux marins, ainsi que sur leur écologie trophique, c'est-à-dire leur régime alimentaire, les interactions qu'ils peuvent avoir soit avec d'autres individus de la même espèce, d'autres colonies, ou avec d'autres individus d'autres espèces. Et le but, in fine, ce sera de se servir des zones d'alimentation qui sont principalement étudiées afin d'identifier des aires d'importance écologique dans le parc naturel de la mer de Corail et pour pouvoir fournir ces informations aux gestionnaires qui prendront ensuite des décisions quant à la conservation de ces aires. Donc pour cela, je me suis principalement basé sur l'étude de 2 espèces de Procellaridae. Donc les Procellaridae, c'est un petit peu les cousins des albatros, en plus petits. Donc 2 espèces, dont une que vous connaissez assez bien en général. Donc il s'agit du puffin fouquet, avec plus de 500 000 individus qui viennent se reproduire chaque année, 500 000 couples qui viennent se reproduire chaque année en Calédonie. Vous avez dû bien les entendre sur les îlots, en général vous les connaissez assez bien. Et le second, c'est le pétrel de Tahiti, qui est beaucoup moins connu, et qui est caractérisé par ce ventre blanc. Donc vous le voyez peut-être parfois en mer, c'est un oiseau vraiment pélagique. Et on sait très peu de choses sur cette espèce. On n'avait avant jamais enregistré de trajet GPS, ou on ne savait pas où est-ce qu'il partait pendant la reproduction. Et on sait même très peu où est-ce qu'il niche en Calédonie, ni combien d'individus il y a. Donc on estime entre 1000 et 10 000 individus qui se reproduiraient chaque année en Calédonie. Et ce sont des chiffres qui sont uniquement basés sur des observations en mer. Donc l'idée, ça va être d'équiper de GPS ces 2 espèces d'oiseaux, d'en équiper un maximum d'individus pour avoir une bonne représentativité de où ces populations se nourrissent.
Donc à la fois pour apporter des informations sur ces espèces qui seront utiles à des mesures de gestion adaptées, et d'autre part pour identifier ces aires d'importance écologique. Donc pour cela, on va commencer par rechercher des colonies. Donc on discute avec, avec des gestionnaires comme la province, la Société calédonienne d'ornithologie, avec des acteurs locaux, aussi les populations locales, pour savoir où est-ce qu'on peut trouver ces colonies, plus particulièrement pour le pétrel de Tahiti, on a très peu d'informations. Une fois qu'on arrive sur la colonie, on va utiliser ce type de caméra endoscopique pour aller checker l'intérieur des terriers. Donc en fait, c'est des petites caméras qui sont au bout du fil, qui sont reliées par Bluetooth à ces lunettes qu'on porte sur la tête et qui nous permettent de voir directement ce qu'il y a à l'intérieur des terriers. Il faut savoir que c'est des espèces qui nichent dans des terriers qui peuvent faire parfois plusieurs mètres de long. Ça peut faire jusqu'à les plus profonds qu'on a vus, c'est presque 2,50 m de long. Donc c'est pas toujours facile de voir ce qu'il y a dedans. Ce qu'on va chercher à voir particulièrement, c'est quand est-ce qu'il y a des poussins au fond de ces terriers. En effet, s'il y a des poussins, on sait que les parents vont donc venir nourrir leurs poussins, et on sait qu'ils vont donc revenir à la colonie. Donc c'est à ce moment-là qu'on va bloquer l'entrée du terrier. On va pouvoir capturer les parents, donc, qui sont assez faciles à capturer en général, c'est des oiseaux assez naïfs, donc on peut juste les attraper à la main. Et à ce moment-là, on les équipe d'un GPS pour suivre leur trajet alimentaire durant la période de reproduction. Donc le type de GPS qu'on utilise, c'est vraiment des GPS miniaturisés, c'est ce qu'on fait de plus petit aujourd'hui, donc ça ressemble à ça, ça pèse environ, les plus légers font 4,5 grammes, et ils sont équipés d'un petit panneau solaire sur le dessus qui va leur permettre déjà de diminuer la taille de la batterie, et ils se rechargent du coup pendant que l'oiseau est en vol ou posé sur l'eau la journée. Quand on a des GPS un petit peu plus lourds, comme ce modèle-là, qui pèse environ 10 grammes, on le met sur le dos pour éviter de déséquilibrer le vol des adultes. Et donc on leur fait une sorte de petit backpack comme ça sur le dos, et ils repartent avec leur petit GPS. Donc on essaye toujours de minimiser au maximum le stress. Donc c'est pour ça qu'on leur met un petit sac sur la tête pour qu'ils ne soient pas stressés par les lumières. Et en général, ils restent très calmes. On essaye de les manipuler le plus rapidement possible. Donc on les manipule pendant en général 10 minutes. 15 minutes maximum, et ensuite l'oiseau peut repartir dans son terrier où il va nourrir son poussin et repartir ensuite pour son trajet alimentaire. Donc une fois qu'on est sur la colonie, on a différents dispositifs qui nous permettent de récupérer la donnée à distance, parce que le GPS va donc enregistrer le trajet de l'oiseau pendant qu'il se déplace. Il faut ensuite récupérer cette donnée. Donc on a ce type de dispositif qu'on laisse sur les colonies et qui fonctionne en VHF. Et une fois que le dispositif GPS rentre dans la colonie, donc avec l'oiseau normalement, il va récupérer la donnée qu'ensuite on n'aura plus qu'à brancher sur un PC pour récupérer toute la donnée des GPS. Bien sûr, après il faut aussi qu'on récupère les GPS, c'est des petits dispositifs qui coûtent assez cher, et on a envie de pouvoir les récupérer pour pouvoir récupérer la donnée et équiper sur d'autres oiseaux. Donc au moment où on récupère le GPS, on en profite pour faire des analyses complémentaires. Donc on fait des prises de sang qui vont nous permettre de faire des analyses moléculaires et nous apporter des informations sur l'alimentation de ces espèces. Et on va également récolter les régurgitats spontanés. Quand l'oiseau est un peu stressé, ça lui arrive de régurgiter. À ce moment-là, on récolte ce régurgitat qui sera analysé par des analyses d'ADN et qui vont nous permettre d'identifier toutes les proies qui ont été consommées. Donc pour résumer, cette collecte de données GPS, elle se fait uniquement durant l'élevage des poussins pour qu'on soit sûr que les parents reviennent et qu'on puisse les capturer facilement. Et on calibre les GPS pour récolter un point toutes les 15 minutes, ce qui va nous permettre d'avoir une définition assez fine du trajet et d'enregistrer un ou plusieurs trajets alimentaires consécutifs. Donc ici à droite, vous avez un exemple de trajet qui a été récolté pour un puffin. Donc vous pouvez voir déjà ici qu'on a un déplacement assez rectiligne vers des zones où après il y a plus de sinuosité sur le trajet, et ces zones-là donc sont supposées être des zones qu'on pense qui sont pour l'alimentation, c'est-à-dire qu'ils vont se rendre directement jusqu'à ces zones, identifier des gros bancs de proie et se nourrir à ces endroits. Mais pour en être sûr, on utilise des techniques de classification, donc je vous passe les détails, mais en gros qui se basent sur la vitesse et la sinuosité du trajet pour déterminer 4 états que nous ensuite on va donner à chaque état un type de comportement. Donc par exemple, quand vous voyez que la sinuosité à la vitesse est faible, on a les petits points jaunes, ça veut dire que l'individu est en train de se reposer à la surface de l'eau, il ne bouge quasiment pas.
Quand on a un déplacement en ligne droite et assez rapide, on classifie ça comme du transit, donc un voyage soit vers les zones d'alimentation, soit de retour vers la colonie. Donc ça, ce sont les points bleus clairs. Et ce qui nous intéresse particulièrement, c'est les points rouges qui correspondent à des comportements de recherche intensive. Donc on a une sinuosité du trajet qui est assez élevée et une vitesse faible. Ça veut dire que vraiment, ils sont en train de se concentrer sur une proie à un endroit précis. Tandis que la recherche extensive, qui apparaît en bleu foncé, s'associe à une sinuosité et une vitesse élevée. Donc ce qui signifie que l'oiseau est plutôt en train de bouger sur une plus large échelle et en fait il recherche des proies sur une plus large échelle. Donc une fois qu'on a identifié les comportements des individus en chaque point, donc c'est ce qu'on appelle l'identification comportementale, on va isoler uniquement les points qui correspondent à l'alimentation et on réalise des analyses de kernel, donc c'est des estimations de probabilité de densité qui en gros vont pouvoir permettre de déterminer où est-ce qu'on a la plus grosse concentration de points. Et donc c'est ce que vous voyez qui s'affiche à la fin en rouge foncé, c'est ce qu'on appelle les kernels 50. C'est là on a 50% de probabilité de retrouver nos points. Et ça permet d'identifier les zones d'alimentation principales de nos oiseaux. Donc on a équipé des oiseaux, donc les deux espèces, le pétrel de Tahiti et le puffin fouquet, sur 7 sites d'études différents, qui sont largement répartis, comme vous pouvez le voir, tout autour de la Grande Terre, mais également sur des sites plus isolés, comme vous le voyez à l'ouest au Chesterfield, et qui vont permettre d'avoir une bonne représentativité dans l'espace du déplacement des oiseaux, mais également une bonne représentativité dans le temps, puisqu'on a fait ça sur 4 années de suivi, et donc ce qui permet aussi de prendre en compte la variabilité environnementale dans le temps. Donc au total, on a pu récupérer 244 trajets de puffins fouquets qui proviennent de 124 individus différents, et comme vous pouvez, donc qui proviennent également de ces 5 colonies. Donc chaque point rouge, ça représente une colonie, la colonie de départ des oiseaux. Et comme vous pouvez le voir, ils effectuent des trajets qui sont assez impressionnants. Et les plus longs trajets qui ont été enregistrés, le plus long est fait plus de 3000 km pour atteindre des zones situées à 760 km de la colonie d'origine. Donc ça, c'est juste pendant un trajet alimentaire. C'est-à-dire que l'oiseau est parti de la colonie, il est parti se nourrir en mer et il revient pour nourrir son poussin. Donc c'est des trajets c'est des trajets énormes. Et même pour cette espèce qui est connue pour faire des trajets assez longs, la population calédonienne fait des trajets qui sont particulièrement longs et particulièrement distants de leur colonie, possiblement en réponse à la très forte compétition qui est liée au nombre très important d'individus. Ce que vous pouvez voir sur le graphique de gauche ici, qui représente donc la fréquence du nombre de trajets en fonction de leur durée. Donc vous pouvez voir qu'ils effectuent des trajets qui font entre 0 et 13 jours, mais on a une majorité de trajets courts, donc qui sont des trajets entre 0 et 3 jours, qui vont chercher à viser des zones assez proches de la colonie, situées à environ 100 km, et qui sont alternés avec des trajets plus longs, qui durent de 3 à 13 jours, et qui vont viser des zones plus lointaines, environ 400 km de la colonie. Donc ça, c'est un comportement qui a déjà été mis en évidence chez d'autres espèces, à d'autres endroits, et qui en fait est appelé du dual foraging. C'est-à-dire que si on regarde plus particulièrement chez un individu, il va alterner plusieurs trajets courts, très proches de la colonie, qui servent en fait à revenir nourrir fréquemment le poussin. Mais une fois que ça ne suffit plus à subvenir à ses propres besoins énergétiques, il va alterner ces trajets avec des trajets plus longs, qui visent des zones plus lointaines, donc probablement pour aller dans des zones plus riches en proies, où il va pouvoir subvenir à ses propres besoins. On a également récolté 40 trajets de pétrel de Tahiti qui proviennent de 21 individus. Donc vous pouvez voir qu'il fait des trajets qui sont encore plus longs que les puffins fouquets. Et donc ça représente les premiers trajets qui ont jamais été enregistrés pour cette espèce. Donc c'est une première au monde. Et on a également pu enregistrer son trajet internuptial grâce à d'autres petits dispositifs qui sont encore plus petits, ce sont des GLS. En fait, c'est des petits dispositifs qui font environ 1 gramme et qui enregistrent juste l'intensité lumineuse. À partir de cette intensité lumineuse, on peut déterminer du coup l'heure de lever et de coucher de soleil et l'heure du midi, ce qui permet de se repérer en gros à la surface de la planète, à plus ou moins 200 km, et ce qui permet donc d'enregistrer sur une très longue période leur déplacement. Donc là, vous voyez ce déplacement en dehors de la période de reproduction, où l'individu part donc d'un petit Lilomato là, qui est situé dans le sud. Il se rend directement jusqu'au nord de la Papouasie-Nouvelle-Guinée
et il passe là-bas tout son temps durant la période hivernale, donc la période où il ne se reproduit pas, avant de revenir l'année d'après, se reproduire sur le même îlot, dans le même terrier, avec exactement le même partenaire. Voilà, on va rentrer un petit peu dans le cœur du sujet. Du coup, comment avec ces données, comment on va utiliser la modélisation prédictive pour déterminer l'habitat océanique du puffin fouquet et donc les applications à la conservation de cette modélisation qui vont être d'identifier des aires d'importance écologique dans le parc naturel. Donc tout d'abord, qu'est-ce que c'est de la modélisation prédictive? En fait, c'est qu'on va créer un modèle statistique qui va permettre de déterminer quelles sont les variables environnementales qui sont liées à l'alimentation des puffins et qui vont faire qu'ils se nourrissent à un endroit particulier. Donc il y a plusieurs étapes dans la construction de ce modèle. Premièrement, il va y avoir l'étape d'entraînement, donc on va collecter déjà les données de déplacement et on va entraîner un modèle, on va analyser, on va déterminer quelles sont les variables qui déterminent cette alimentation. Ensuite, il y a une phase de contrôle, c'est-à-dire qu'on va prendre une partie du jeu de données et on va vérifier si l'alimentation identifiée, si en fait, le comportement qu'on observe, il se vérifie bien sur cette partie du jeu de données. Et enfin, on a les prédictions, c'est-à-dire qu'on va produire des pronostics, ce qui va permettre de déterminer à un moment donné, à un endroit, quelle est la probabilité que les individus se nourrissent à partir des variables environnementales qui sont enregistrées. Ça va être un petit peu plus clair normalement après, parce qu'on va repasser un peu tout ça. Donc moi, pour faire ça, j'ai pris uniquement les trajets longs, c'est-à-dire les trajets de plus de 3 jours, qui sont censés viser des zones plus riches en proies, et donc qui sont pour l'auto-approvisionnement des parents. Et comme vous pouvez le voir, on a une bonne couverture du coup de la ZEE calédonienne, à la fois spatiale et temporelle, puisqu'on a des données sur 3 années. Donc au total, ça représente 26 000 points GPS, dont 10 000 ont été classés par l'algorithme de classification comme des comportements d'alimentation. On va isoler uniquement les sections de trajet qui comportent plus de 3 comportements d'alimentation successifs. Comme ça, on est sûr qu'on n'est pas sur un artefact du modèle et que l'individu est bien en train de se nourrir à cet endroit pour une raison particulière. Ensuite, on va générer des pseudo-absences aléatoirement dans un certain rayon autour de tous ces points, et donc ce qui va servir à alimenter notre modèle. Puisqu'ensuite, pour chacun de ces points, donc les points rouges et les pseudo-absences qu'on a générées aléatoirement, on va extraire tout un set de variables environnementales, comme la bathymétrie, la pente, la distance à la côte, etc. Donc plein de variables qui vont permettre de décrire au mieux le milieu océanique, et on va tenter d'expliquer donc l'alimentation avec ça. Donc toutes ces variables, elles sont liées à des processus physiques et biologiques donc qui sont connus en milieu marin et qui vont permettre de mieux comprendre cette alimentation. Donc dans notre modèle, à chaque fois, on va chercher à comparer ces points rouges et les points noirs, donc qui sont là où ils ne se sont pas nourris. Les points rouges, c'est là où on a bien observé l'alimentation. Et on va essayer de déterminer quelles sont les variables qui vont influencer sur cette probabilité d'alimentation ou non. Donc par exemple, là je vous ai mis un exemple très simple. On regarde ici la probabilité d'alimentation, donc plus on se rapproche du 1, plus il y a une probabilité forte, plus c'est 0, plus la probabilité est faible. Et voilà, on a une relation avec, par exemple ici j'ai pris l'exemple de la température. On peut se demander, est-ce que la probabilité d'alimentation, elle augmente en fonction de la température? Ici par exemple, on peut observer un optimum, entre 27 et 28 degrés, il y a plus de probabilité que les oiseaux soient en train de se nourrir. Donc possiblement parce que c'est le range de valeur de température préférée de leur proie qui se sentent bien à ces endroits, qui se retrouvent à ces endroits, qui expliquerait leur alimentation. Donc nous, on a choisi d'utiliser un support vector machine, donc c'est un modèle particulier qui est une technique d'apprentissage supervisée qui s'apparente, enfin c'est du machine learning, on appelle ça en anglais. Et donc le modèle nous a dit que toutes les variables les plus importantes dans l'ordre, c'était les suivantes. Donc parmi les 4 plus importantes, on a 2 variables qui sont statiques, donc la bathymétrie, la distance à la côte, et 2 variables dynamiques. C'est les anomalies du niveau de la mer qui en fait vont donner des informations sur les courants, et la profondeur de l'isotherme 20 degrés qui nous informe sur des remontées d'eau froide et d'autres processus physiques que je vous passerai ici. On va s'intéresser particulièrement aux anomalies du niveau de la mer. Donc, comme vous pouvez le voir ici, plus on s'approche du jaune, plus on a des anomalies positives, plus on s'approche du bleu, plus on est sur des anomalies négatives. Et en fait, ces anomalies, elles vont fournir des informations sur les courants océaniques, donc que vous pouvez voir ici,
et ça nous donne en gros la force des courants. Donc là, plus les vecteurs là, représentés par les flèches sont importants, c'est-à-dire plus les courants sont forts. Donc tout ça, c'est déduit de cette variable qui est analysée par satellite. Donc on peut voir que notre modèle, il prévoyait qu'on avait une plus forte probabilité d'alimentation pour des anomalies qui sont proches de 0. Or 0, c'est ce qu'on retrouve en bordure de ces tourbillons. Et effectivement, quand on regarde l'alimentation de nos puits fins, donc ça c'est pour chaque jour, on voit qu'ils ont tendance à s'alimenter en bordure de ces courants. Donc ça peut être lié à différents processus biologiques, par exemple l'accrétion des proies simplement par les courants, ou différents mécanismes de upwelling, c'est-à-dire des remontées d'eau froide qui peuvent amener plus de nutriments en surface au niveau de ces tourbillons. Donc finalement, notre modèle, on a réalisé la même chose. Il a évalué en fonction de toutes les variables qu'on lui a données comment elles allaient influencer les probabilités d'alimentation. Et ça, c'est une des sorties du modèle, donc qui nous donne une prédiction par jour pendant la période de mars-avril 2017. Donc ce que vous pouvez voir, plus on est en jaune, plus la probabilité d'alimentation est forte dans toutes ces zones. Et plus on va vers le bleu, plus la probabilité d'alimentation est faible. Donc, ce que vous pouvez voir, c'est que la distribution de ces zones d'alimentation, elle est très variable dans le temps. C'est-à-dire que même sur 2 mois, on observe des changements, puisque les variables sur lesquelles se base ce modèle, elles sont dynamiques. Donc forcément, elles ont tendance à changer dans le temps, et donc les prédictions du modèle changent également. Donc finalement, nous, ce qui va nous intéresser plus particulièrement, c'est d'identifier des zones qui soient relativement fixes, car c'est toujours plus facile de protéger une zone donnée que de se dire tel mois elle va être ici, un autre mois là. Donc finalement, on va chercher à identifier des zones qui soient plus stables dans le temps, et pour ça, on moyenne les prédictions du modèle sur une certaine période. Donc par exemple, ici, c'est moyenné. C'est la même chose que ce que je vous ai montré avant, sauf que ce qu'on a dans chaque cellule, on en fait la moyenne. Et ça permet d'identifier les zones où il y a moins de variations, donc où finalement la probabilité d'alimentation est tout le temps plus élevée au cours du temps. Mais si on regarde d'une année à l'autre, ces probabilités d'alimentation, elles vont également changer, non pas seulement à l'échelle du mois, mais également d'une année à l'autre. Comme vous pouvez le voir ici, entre 2017, 2018 et 2019. Donc il y a des nouvelles zones qui se sont créées par endroits, il y en a qui étaient favorables avant qu'ils ne le sont plus. Donc finalement, on va chercher à observer où est-ce qu'on a des zones qui sont tout le temps plus propices à l'alimentation. Et donc vous le voyez ici, ça ressort sur ces prédictions où on a moyenné toutes les données, donc sur mars, avril, 2017, 2018 et 2019, donc ce qui correspond à la période d'élevage des poussins. Et ce qu'on peut voir, que je vous fais apparaître ici, je fais apparaître uniquement les zones où la probabilité est supérieure à 60%, c'est qu'on a une probabilité d'alimentation qui, en tout cas sur les 3 années étudiées, seront toujours plus fortes dans cette zone à l'est de la Grande Terre, entre la Grande Terre et les loyautés. Et donc potentiellement ici, on aurait identifié une aire d'importance écologique, donc qui serait peut-être importante à protéger parce qu'elle est associée à une forte biodiversité, une forte abondance de proies et de tous les organismes qui sont associés dans cette zone. Donc finalement, pour aller plus loin, il serait utile également d'étudier la stabilité de ces zones sur toute l'année, non pas seulement sur la période d'élevage des poussins, et sur une plus longue période, c'est-à-dire de regarder par exemple sur les 10 ou les 20 dernières années comment ces zones d'alimentation elles ont évolué, et est-ce qu'on peut identifier des zones qui potentiellement resteront fixes aussi pendant les 10 prochaines années. Il serait également intéressant de reproduire ces modèles en intégrant des données d'autres espèces, parce qu'on a d'autres espèces qui ont déjà été suivies par GPS en Calédonie. Donc ce qui serait intéressant, ce serait de recréer des modèles avec toutes ces espèces qui ont des caractéristiques écologiques différentes, qui s'intéressent à d'autres proies, et pour combiner en fait toutes ces données pour identifier des zones qui sont plus importantes. Et bien sûr, ces données sont également à combiner avec des données de déplacement qui sont aussi disponibles, par exemple sur les baleines, sur les dauphins, et toutes les données qu'on pourra avoir pour fournir toutes ces informations aux gestionnaires qui prendront ensuite la décision de certaines zones à protéger dans ce milieu qui nous paraît assez homogène. Voilà, je vous remercie pour votre attention, j'espère que j'ai été clair. Si vous avez des questions.